Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre 4e numéro de Sciences Politiques. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir M. Ibrahima Samba Modidja, en nom long quand même. Alors M. Ibrahima Samba Modidja, il est docteur en philosophie, il est également coach en art oratoire, prise de parole en public, développement personnel. Alors bonjour M. Dia. Bonjour, ça va? Ça va bien. Rassurez-vous, aujourd'hui, on va parler moins de philosophie que d'art oratoire. Alors, avec vous, nous allons aborder la place du discours dans la mise en scène symbolique et politique. La première question que j'ai envie de vous poser, M. Dia, c'est que depuis quand l'art oratoire, depuis quand la parole est-elle devenue un art? Ou autrement dit, depuis quand l'être humain s'est rendu compte que sa parole peut réellement devenir un art? Super. Merci pour cette question. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui afin de partager quelques connaissances concernant donc la prise de parole en public, concernant l'art oratoire. Si l'on peut faire appel donc à l'histoire, on pourrait dire du côté, on va dire, occidental, du côté grec, lorsque les premières cités ont été construites et qu'il fallait donc discuter avec des citoyens et qu'il n'y avait plus cette croyance au Dieu qui devait désigner donc les dirigeants et tout, et qu'il fallait convaincre par la parole de pourquoi ce qu'on est donc le mieux placé à diriger. C'est là que certaines personnes ont commencé à prendre conscience du pouvoir de la parole et de la nécessité de maîtriser les codes, les règles d'une bonne prise de parole en public. Donc c'est en Grèce antique, précisément on va dire quasiment 600 ans avant l'ère commune, donc avant l'an 0, qu'il y a eu des spécialistes donc en communication, notamment les sophistes, voilà, qui se sont constitués pour former donc les jeunes citoyens qui avaient envie de progresser dans la cité, dans la société, grâce à leurs paroles. Voilà, c'est ainsi donc qu'on est passé de la simple parole à la rhétorique, donc la belle parole. C'est comme ça que le terme a été inventé. À travers le temps, le terme est devenu péjoratif. Donc, quand on commence à parler de rhétorique, on parle des sophistes, on parle de mensonges, de tromperies. C'est ce pourquoi on a préféré désormais le terme plus neutre. Voilà, on dira art oratoire. Voici un peu. Alors, vous parlez d'oratorship. Alors, j'ai fouillé dans le dictionnaire, j'ai fait des recherches, mais réellement, je n'ai pas vu la vraie définition de ce terme. Alors, je me suis dit, tiens, peut-être que vous l'avez inventé parce que vous êtes philosophe. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, effectivement. Je suis de ceux qui estiment qu'être philosophe, c'est créer des concepts. Et donc, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre consacré donc à la question. En fait, quand on parle de leadership, c'est la capacité à diriger. Voilà, à diriger un groupe, à diriger donc, on va dire une foule et tout, et les conduire à ce qu'ils puissent donc atteindre des buts précis, entre guillemets. Et c'est la même chose quand on parle justement de la capacité à communiquer, à influencer un public. On va parler de quoi? On va parler de simplement oratorship. Orator, qui signifie donc celui qui parle, et ship, ce sont les qualités. Voilà, exactement comme leadership est composé donc de leader, celui qui dirige, celui qui influence, et ship qui signifie donc toutes ces qualités-là que l'on doit avoir pour diriger. Et effectivement, c'est un concept qui n'existait véritablement ni en anglais, ni en français, ni dans une autre langue, et que nous avons mis en place pour promouvoir véritablement les capacités qu'il faudra développer pour parler, ou plutôt pour bien parler en public. C'est ça l'idée. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de la place du discours dans la mise en scène politique et symbolique. Alors, dans votre livre que vous avez publié récemment, vous dites, vous expliquez que l'art oratoire s'apparente au théâtre. Alors, vous dites que de nos jours, dans le milieu politique, on parle de mise en scène. Alors, aujourd'hui, lorsqu'un homme politique entre dans la scène, en fait, qu'est-ce qui entre en jeu? Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ne voit pas? Alors, ce qu'on voit, c'est ce qu'ils veulent nous faire voir. Ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui leur a permis de nous faire voir ce qu'ils veulent que l'on voit. Ce ne sont pas des jeux de mots philosophiques. C'est exactement comme au théâtre. Ce que l'on voit sur la scène, c'est la partie du spectacle qui doit toucher les sentiments, qui doit faire en sorte que les gens cogitent un peu, etc. Alors que toute la partie préparation, toute la partie, bon, pas tromperie nécessairement, mais toute la partie qui a servi à ce que cette mise en scène soit au top, on ne va pas donc le faire voir. Par exemple, quand un homme politique enchaîne des discours de campagne, et qu'entre deux villes ou deux communes, il change de tenue, etc., ça ne va pas se voir.
On va simplement voir qu'il a fait un discours dans une commune avec telle tenue, dans une autre commune, 3 heures après, il a changé de tenue, etc. Ou 3 jours après, il a changé de tenue, alors qu'il est en tournée et qu'il n'a pas peut-être eu le temps de dormir, qu'il est fatigué, etc. Mais simplement pour bien faire le discours et influencer donc le public, il doit rester dans un personnage conquérant. Donc il y a tout un tas de choses qui entrent en jeu dans la préparation, par exemple. Tout ce que l'on voit sur scène, ce n'est que la partie, effectivement, qui nous est destinée, mais toutes les autres parties, effectivement, on ne pourra pas voir. Ne fût-ce que donc le simple fait d'écrire un texte, voilà, ça c'est une préparation. Mais on ne verra jamais un homme politique sur scène en train de prendre une feuille et puis, voilà, produire un texte. Le texte sera déjà produit avant, il va prendre le temps de le lire, voilà, et de véritablement maîtriser certaines parties et venir maintenant face au public présenter ça avec tout ce qu'il faut. Donc c'est une mise en scène exactement comme au théâtre. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup d'hommes politiques, que ce soit ici donc au Sénégal ou dans d'autres pays, se font coacher parfois par des acteurs donc du théâtre pour leur apprendre à jouer avec les émotions, etc., etc. Donc c'est vraiment la capacité à entrer dans un personnage. Parce que, et c'est par là que je vais terminer pour vous laisser poser les autres questions, disons par exemple un homme politique tel qu'il vient se présenter face à la foule en tant que conquérant, en tant qu'homme fort, etc. Ce n'est pas comme ça qu'il est face à sa femme, face à ses enfants, face à ceux qui lui sont familiers. Mais face au peuple, il doit incarner un certain personnage. Et qu'est-ce qui est visé dans ça? Ce qui est visé, c'est de charmer, c'est de pouvoir faire en sorte que le public soit ému, soit touché. Parce que plus que les mots, plus que la raison, les gens sont d'abord, on va dire, plus sensibles, voilà, aux sentiments, aux émotions. Voilà pourquoi les hommes politiques investissent sur leur tenue. Faites le constat. Presque à chaque sortie, il y a une nouvelle tenue, il y a une nouvelle couture, il y a un nouveau style, etc. Il y a même des couleurs, voilà, qui vont cadrer avec le contexte de prise de parole pour lancer un message, parce que simplement, on parle de prise de parole en public, mais dans une situation de prise de parole en public, il y a le corps de celui qui parle, il y a les mots qu'il va donc, on va dire, choisir pour parler au public, mais il y a aussi donc les émotions que le public doit sentir en voyant donc celui qui parle. Donc il y a les trois choses et il faudrait qu'il puisse investir sur ces trois-là, y compris donc sur tout ce que les gens ne voient pas forcément, mais qui va véritablement influencer leur manière de capter le message. Alors en parlant d'émotion, oui. Toujours dans votre livre, vous avez expliqué de fond en comble. On sait qu'aujourd'hui, quand on parle d'art oratoire, il y a ce qu'on appelle l'éthos, même si ce n'est pas en ordre, excusez-moi. Exactement, non, allez-y, c'est ça. Il y a l'éthos, il y a le logos et il y a le pathos. Le pathos, effectivement. Alors, vous avez cité un homme politique au Sénégal qui s'appelle Ousmane Sonko. Ouais. Dans votre livre, vous l'avez cité. Ouais. Et vous dites qu'Ousmane Sonko, il a... En fait, je vais vous poser la question après. Allez-y. Mais vous dites que lui son point fort, c'est en fait de se faire aimer par le public. Ouais. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, toujours sur la même personne, c'est que qu'est-ce que Ousmane Sonko a que les autres n'ont pas au Sénégal ici, en matière de discours, en matière de tout ce que vous dites? Très bien. Ce qu'il a que les autres n'ont pas, c'est la compréhension du peuple. La compréhension qui a compris le peuple. Oui, justement, j'en viens. Il y a une règle en prise de parole en public qui dit que l'on doit toujours connaître le public face à qui on s'exprime. Et quand on dit connaître le public face à qui on s'exprime, c'est connaître sa psychologie, ses mentalités, ses besoins, ses attentes, ses espoirs, ses peurs. Et lui, quand on regarde sa manière de faire, c'est quelqu'un qui a compris tout ça. C'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait donc un peuple qui en avait marre d'un système et qui était prêt à tout pour faire partir ce système-là. Donc il a tenu à parler donc, à ce peuple-là dans les mots et dans les émotions qui pourraient véritablement toucher ce peuple-là. Et c'est ce pourquoi je dis effectivement qu'il prend toujours le soin, plus que les autres, de créer une connexion avec ce public-là. Ce n'est pas n'importe quel homme politique, qui pourrait convoquer, comment dirais-je, un live Facebook à minuit passé, et qu'il y ait encore 10 000 personnes qui soient là à vraiment attendre qu'il puisse parler. Ce n'est pas n'importe qui. Et je pense qu'on l'a vu. Et ça, c'est quelque chose qu'il a construit sur quasiment 10 à 15 ans. Parce que quand on regarde, par exemple, à ses débuts, quand il prenait la parole, il y avait à peine quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes. Mais après, quand il a changé sa manière de communiquer à partir de 2017, avec la présentation de son livre « Solutions », vous pouvez d'ailleurs constater qu'il y a disons même un changement, une transformation dans sa façon de communiquer, dans sa façon de s'habiller. Tout était quasiment soigné,
calculé, ce qui prouve quelque part qu'il a pris le soin de travailler. Et à chaque fois qu'il prenait la parole, et même là, toujours, hein, à chaque fois qu'il prend donc la parole, il y a toujours cet aspect pathos. Il touche toujours les sentiments, il touche les émotions. Il se met en scène carrément, voilà. Plutôt que de venir simplement, comme les autres justement, servir un discours froid, hein, qui a été donc produit simplement pour que le public puisse entendre et comprendre ce qu'il y a à dire. Lui, il joue avec les émotions. Il joue sur sa voix. Il joue sur le contexte, pour véritablement faire en sorte que les gens soient avec lui. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé lors de la période, comment dirais-je, donc de 2021, etc. Mais on a vu des tas de mises en scène, la manière de s'habiller. Pourquoi quand il faisait donc des lives, parfois il les faisait dans des endroits avec des livres derrière, avec voilà, une photo d'un homme politique africain célèbre, avec une tenue particulière, avec le bois sacré, etc. Tout ça, ce n'est pas fortuit. Mais est-ce que le public comprend ça? Le public ne comprend pas et le public n'a pas besoin de comprendre, il a besoin de ressentir. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, comment dirais-je, pour faire simple, souvenez-vous, quand vous étiez encore, je ne sais pas moi, au collège ou au primaire, bon disons au collège, il y avait certains cours que vous aimiez plus que les autres. Ah, parce que peut-être le professeur était beaucoup plus, on va dire, touchant que les autres. Plutôt que de venir faire son cours d'une façon rigide, etc., qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des blagues, il mettait tout le monde à l'aise, etc., de telle sorte que son cours, même compliqué, soit fluide. Et c'est exactement ça. Et c'est justement ça que je lis à travers mon livre. Dès l'instant que l'on prend la parole et qu'on se fait aimer par le public sera beaucoup plus ouvert, voilà, à tout ce qu'on va lui partager. Et c'est ça le propre donc, de Sonko et d'autres hommes politiques qui ont compris ce jeu-là. Ils passent tout leur temps à séduire le public, ils passent tout leur temps à se faire aimer, ils passent tout leur temps à créer un lien de proximité donc, avec le public. Et c'est justement par là que je vais terminer. Plus nous sommes proches d'une personne sur le plan des sentiments, plus ce que cette personne va nous dire va nous toucher. Entre une personne que vous croiserez dehors qui va vous insulter et votre papa qui va vous fixer d'une certaine façon, il est clair que ce que votre papa va faire va plus vous toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre vous et lui. Voilà, un lien qu'il n'y a pas forcément avec l'autre personne qui vous a vu dehors et qui vous a mal parlé. C'est la même chose. Alors toujours, on va rester sur la même figure politique, Ousmane Sonko. Ah. Alors on sait que personne n'est parfait. Oui, bien sûr. Ousmane Sonko aussi a ses défauts. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, on peut parler de ses qualités. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez par rapport à tout ce qui est défaut lorsque Ousmane Sonko entre en scène, quand il prend le micro, quand il parle à son public, à son auditoire? Qu'est-ce que vous constatez en se disant que tiens, ça, un bon orateur ne doit pas faire ça? Alors, s'il faut parler de défauts, alors je risque de mettre dans une position de juge. C'est un livre, hein, il y a la liberté d'expression. Hein. Effectivement, mais comment dirais-je, oui, je vais y aller dans un sens philosophique. Hein. De toutes les façons, les philosophes n'ont pas leur langue dans leur poche, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Je dois dire que par moments, je trouve qu'il surjoue un peu trop. C'est-à-dire, il force un peu trop le pathos. On sent qu'il veut toucher le peuple, il veut toucher le public, mais il le fait jusqu'à ce que ça se constate. Autrement dit, parfois, il n'y a pas cette subtilité-là. Il exagère un peu dans ce pathos. Par exemple, il y a eu un jour, durant donc, les périodes troubles, où il fallait qu'il fasse un live sur YouTube. Il y a eu des soucis techniques. Et quelques minutes avant de faire le live, il est passé donc, avec une vidéo pour parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir. C'était, je pense, les habitants de Ngor. Qui avaient donc manifesté et tout, et qui parlaient de leur terre et tout. Lui, sa prise de parole devait porter sur autre chose. C'était pendant qu'il était dans l'opposition. Exactement, voilà, bien précisé. Donc, le temps que le souci technique soit donc géré, il prend la parole pour parler de ce cas-là. Et on sent que c'était une manière de comment dirais-je, récupérer donc, ce sujet-là et faire en sorte que plus de gens viennent dire que voici encore notre super-héros, notre Superman qui a vu à peine qu'on a donc des problèmes et il vient nous parler, etc. Ça, par exemple, c'est quelque chose. Deuxième chose aussi, je ne suis pas sûr, mais bon, puisque c'est quelque chose qui ne s'est pas encore produit, je reste prudent, je ne suis pas sûr qu'il pourrait garder son sang-froid dans un débat. On a des vidéos de lui sur certaines émissions, il y a de cela quelques années, où effectivement il perdait son sang-froid, par exemple face à Kémy Séba, ou face à d'autres personnes,
ou quand il est mis à mal. Et c'est un peu ça, le mal, si je peux dire, de nos hommes politiques africains. Pour la plupart, il n'y a pas un débat. C'est très facile de venir face à une foule, avoir un discours qu'on a préparé, qu'on a récité, etc. On vient, on dit ce qu'on a à dire et puis on part. Mais si on a une personne qui nous contredit en face, comment ça va se passer? Justement, vous allez, excusez-moi, vous allez continuer. J'ai regardé hier ou avant-hier Emmanuel Macron sur TF1. Oui. Il y avait des journalistes qui étaient en face de lui. Super. Et qui le contredisaient comme ça en face. Est-ce que cela veut dire que si le même cas se produisait ici au Sénégal, les hommes politiques, par exemple le cas d'Ousmane Sonko, alors où nous sommes, il est Premier ministre, donc il a passé un cap. Ouais, alors si aujourd'hui il passait devant un plateau, si on le contredisait, est-ce que cela veut dire que l'aspect pathos sera plus mis en exergue que le logos en fait? Je n'en sais rien justement, et quand je parle de contradiction, ce n'est pas tant entre des journalistes et des personnalités, mais c'est entre deux personnalités. Par exemple, un débat contradictoire. Ouais, entre deux figures politiques. Voilà, exactement. C'est ça qui manque. Et je pense que ça fait des années, ça fait déjà 2 campagnes présidentielles, que certaines personnes sont en train de dire, mais il faudrait qu'il y ait un débat. Mais après Ousmane Sonko, excusez-moi de vous couper comme ça, mais après Ousmane Sonko, toujours il appelle ses opposants, ou bien quand il était à l'opposition, il appelait le pouvoir à débattre. Est-ce que ça... C'est justement ça que je dis. Le fait qu'il n'y ait pas eu de débat contradictoire ne me permet pas de juger si oui ou non il aurait pu garder son sang-froid. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on provoque quelqu'un en duel que ça veut dire forcément qu'on est meilleur et qu'on va forcément s'en sortir. Donc pour le moment, je reste sur ma faim. Et je dis que par moment, et je crois qu'il y a plusieurs vidéos donc, qui circulent de lui, où on voit clairement qu'il perd son sang-froid. Il perd son sang-froid, il commence à s'énerver, etc. Et ça, par exemple, dans le cadre d'un débat, ce n'est pas très bon en réalité. Parce que dès l'instant que l'on commence à s'énerver, etc., on pourrait être manipulé, on pourrait être influencé et même dire des choses que l'on ne devrait pas dire en réalité. Donc c'est peut-être ça que je pourrais dire, il surjoue. Voilà. Et pour le moment, je ne suis pas tout à fait sûr de sa capacité à débattre. Donc ce sont les 2 éléments. Voilà. Le fait qu'il joue beaucoup avec les émotions, qu'il insiste beaucoup là-dessus, de telle sorte que beaucoup de ses opposants le traitent de démagogue. Voilà. Ils disent clairement que bon, voilà, il dit juste des choses pour toucher le public, mais quand on regarde au fond... Ou de populiste, par exemple. Voilà, exactement, c'est ça. On traite justement ces discours de populistes, etc. Quand bien même, c'est pas tout à fait vrai. Il a une cible précise. Lui, il parle au peuple. Voilà. Il vient mettre fin à un système. Le système est accaparé par des oligarques, par des bureaucrates, etc. C'est pas à eux qu'il va parler, c'est au peuple qu'il va parler. Et pour cela, il faudrait qu'il emploie les mots du peuple. Pour finir avec ça, j'ai lu il y a de cela quelques semaines une petite enquête qui a été menée par des psychologues aux États-Unis qui disent par exemple que Trump a un niveau de langue d'un enfant de 5 ans. Autrement dit, quand il fait ses discours, il simplifie tellement son discours pour que même des enfants puissent entendre. Ça, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, effectivement, parce qu'il s'adapte à son public cible. Et c'est exactement ça que font les hommes politiques. Contrairement, par exemple, à des universitaires, à des professeurs qui veulent être pédants, qui veulent machin, etc. Eux, ils veulent parler aux personnes les plus simples. Donc pour cela, ils doivent simplifier leur discours. Ça peut être vu comme une manipulation, parce qu'on va se dire que bon non, il y a quand même des codes, il y a des règles, il faudrait que l'on emploie tel mot, il faudrait qu'on soit soutenu, etc. Mais lorsqu'on est en politique, on ne cherche pas à être beau, on cherche à être efficace. Donc il y a une nuance à ce niveau-là. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que nous parlons de la place du discours dans la mise en scène politique et symbolique. Alors, en parlant de symbolique, on nous a vendu en slogan Diomaye Moïse Sonko. Alors aujourd'hui, quand on parle de Diomaye, quand on parle de Sonko, automatiquement on passe à Diomaye. Alors en parlant de l'aspect symbolique, je vais vous donner une image. Le 4 avril, on a vu le président Bassirou Diomaye Faye s'afficher avec ses 2 femmes. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. Alors quand un homme politique s'affiche avec ses 2 femmes en public, ça, disons que c'est une mise en scène. Je ne sais pas trop. Après, vous allez me contrer si ce n'est pas le cas. Mais quel est le message qui est lancé? Quel est le message qui se cache derrière le fait de s'afficher avec ces deux femmes? Je rappelle que je ne suis pas contre la polygamie également. Alors, 2 choses, justement, dont vous avez parlé. D'abord, le slogan Diomaye Moïse Sonko, c'est ce qu'on appelle du storytelling.
hein, du storytelling, c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire afin de toucher la sensibilité des personnes, afin de les convaincre, voilà, ou en tout cas de les persuader, donc à nous choisir. Et c'est exactement ça. Là où les uns appelaient à faire campagne sur la base d'un programme, le programme a circulé à travers WhatsApp, certes, à travers certaines plateformes, mais disons, la stratégie, hein, donc, qui a été prise, c'est celle de partager cette histoire de deux hommes qui sont finalement des frères, qui ont partagé un combat, qui se sont sacrifiés, qui sont allés en prison, et que l'un fait tellement confiance à l'autre qu'il est prêt à céder sa place. Et c'est la première fois que ça se passait sur le continent africain. Là où on voit que les hommes politiques sont vraiment des personnes qui aiment le pouvoir, etc., quelqu'un va se dire non, je ne veux pas forcément être au pouvoir, je vais désigner quelqu'un qui va être au pouvoir. Donc c'est cette histoire-là qu'on a vendue à travers donc, le slogan Diomaye Moïse Sonko, et lors de nos formations d'ailleurs, on traite de ça un peu plus en profondeur. Oui, vous savez, on est dans une guerre culturelle, il faut clairement qu'on se le dise. L'un des gros problèmes, l'un des aspects qu'on a reproché aux hommes politiques africains, c'est d'être un peu trop occidentalisés, d'importer les valeurs occidentales. D'être assimilés, disons. Assimilés. Voilà, d'être effectivement des assimilés autres, d'être des peaux noires, masques blancs, pour employer des termes de Frantz Fanon. Et le fait que, justement, on vienne comme ça avec des présidents qui s'affichent avec leurs femmes, sans complexe, etc., c'est un peu pour dire, nous avons le droit de vivre comme on l'entend. Et c'est justement ça qu'il faudrait faire comprendre. En fait, ça, c'est un message qui est lancé à qui? Aux Occidentaux, à tous ceux qui ont dit, par exemple, que la polygamie n'est pas la bienvenue. Et justement, c'est un peu un complément de ce débat qu'il y avait eu entre Sonko et, comment il s'appelle, Jean-Luc, quand il était venu, hein, quand ils avaient discuté d'homosexualité, etc., et que Sonko avait lancé fièrement que c'était toléré, etc. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est lorsque Sonko a effectivement lancé que le casus belli, même si que la polygamie n'est pas permise en France, ça ne va pas nous empêcher de venir à Paris ou de partir à Paris avec nos deux femmes, avec nos deux premières dames, etc. Et c'est ça le message en réalité. De quel droit est-ce qu'on va permettre à des milliers de femmes d'être célibataires, de se marier avec des chiens ou autres, etc. et interdire à 3 personnes consentantes de se mettre ensemble? De quel droit? Sur la base de quoi? Et donc c'est un peu cette guerre culturelle-là, comment dirais-je, qu'on est en train d'affirmer, et sur le continent africain ça se fait, je crois qu'au Gabon aussi, donc le président a 2 femmes, je ne sais plus, au risque de me tromper, il y a un pays d'Afrique de l'Est où c'est une femme qui est présidente et qui affirme que le fait qu'elle soit présidente, ça n'empêche pas qu'elle soit une bonne femme. Oui, voilà, exactement, c'est donc en Tanzanie, voilà, qu'elle est présidente, mais qu'elle a un mari, et quand elle rentre chez elle, voilà, elle est une femme, etc. Et c'est un peu un pied de nez aux féministes, voilà, qui veulent que les femmes s'affirment, qu'elles soient contre les hommes, etc. Non, sur le continent africain, on ne connaît pas ça. L'homme et la femme se mettent ensemble pour construire une communauté. Mais quand on veut aller sur des contradiction, que non, il faudrait que ce soit l'homme qui puisse être plus gentil, plus doux avec la femme, que la femme est faible, qu'elle doit chercher à se battre pour ses droits, etc., etc. Ça ne marche pas comme ça, et moi je suis tout à fait fier qu'on ait donc des hommes politiques qui s'affirment et qui se disent qu'on va parler politique, on va parler finance, mais ne touchez pas à notre culture. C'est nous qui décidons comment on doit vivre. Ce n'est pas parce que vous nous donnez de l'argent, qu'on est en partenariat, etc., que vous devez nous imposer ce qu'on doit faire chez nous. Donc c'est ça, en fait, que je trouve très intéressant. Et c'est un message clair qui est donc lancé voilà, à tous ces hommes-là qui pensent que le Sénégal est encore dirigé par des hommes qui peuvent être influençables, qui aiment donc la France et les autres pays, etc., jusqu'au point de nier donc leur propre culture. Et à ce niveau, en tant qu'Africain, moi je suis très heureux, en fait. Alors, le temps n'est pas élastique, comme on dit. Nous filons tout droit vers la fin de l'émission. Mais avant ça, j'ai envie de poser une question. Alors, est-ce qu'au Sénégal, il y a un Moukoulou? Je pense que vous suivez mon regard. Dans votre livre, vous avez parlé de... Oui. Vous avez parlé de Moukoulou. Après, je vais vous laisser expliquer au public qui nous regarde c'est quoi le Moukoulou d'abord, rapidement, et nous dire est-ce qu'au Sénégal, ou au-delà même du Sénégal, en Afrique, il y a des Moukoulous. Oui, alors, pour ceux qui ne comprennent pas, Moukoulou, c'est un nom d'Afrique centrale que j'ai donné à un personnage donc, dans mon livre.
un personnage qui plaisait bien au public, qui faisait de belles choses par la parole, qui influençait le public croyait en lui. Mais à un moment donné, il y a eu donc un constat, donc il y avait un décalage entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Et c'est ainsi que les gens ont compris qu'en réalité, il ne parlait que pour tromper les gens. Et c'est un peu ça qu'il me pose comme question. Est-ce qu'ici au Sénégal, on a des gens qui disent plus qu'ils ne font? Voilà. Est-ce qu'on a des gens qui, justement, ne joignent pas les actes donc, à la parole? Je dois dire que oui, quand même. Oui. Après, vous allez les citer non, ou... non, je ne vais pas les citer. je ne vais pas les citer, mais vous savez que le milieu politique est le milieu de la tromperie par excellence. Et il y a beaucoup d'hommes politiques qui affirment, qui défendent, qui soutiennent des valeurs qu'ils ne vont pas forcément incarner chez eux. Voilà, qu'ils ne vont pas forcément incarner, et je crois qu'on l'a déjà vu avec pas mal de scandales. Sinon, comment comprendre que des hommes politiques demandent au peuple, voilà, en pleine période de Covid, voilà, d'être prudent, voilà, de sortir moins, etc. Ils demandent à ce qu'ils soient financés pour pouvoir soutenir donc les pauvres et tout. Ils parlent de principes, ils parlent de beaucoup de choses, mais au finish, on se rend compte qu'ils ont détourné des milliards. Moi, je me demande comment ces personnes parlent à leurs enfants. Comment tu peux dire à ton enfant, il faut être une personne vertueuse, une personne bonne, une personne ceci, une personne cela, alors que tu passes ton temps à voler des milliards qu'on t'a confiés pour le pays? Moi, je me demande comment ils font pour dormir en paix. Et c'est un peu ça, entre guillemets. Des personnes qui disent des choses, mais qui ne font pas ces choses-là. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup. Et c'est pourquoi, et c'est par là que je vais finir, et c'est pourquoi la question est... Est-ce qu'on peut véritablement avoir une parole éthique en politique? Ça, c'est moi qui vous renvoie à la question. Puisqu'on n'a pas assez de temps pour en parler, je vais dire simplement que ça reste ouvert. Donc, permettez-moi de faire le Socrate, entre guillemets. Voilà, donc on va en reparler dans un autre cadre, mais c'est vraiment ça la question. Est-ce que la parole peut être éthique en politique? Parce que pour certains spécialistes de l'art oratoire, comme Cicéron, qui est donc un spécialiste, comment dirais-je, un dirigeant romain, voilà, il dit, lorsqu'on prend la parole, il faudrait toujours que l'on dise ce qui est vrai. Pour lui, en fait, il avait une conception éthique. Pour lui, quand on est un homme politique, on ne doit pas mentir, on doit dire des choses vraies. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, ça lui a coûté sa vie, entre guillemets. Mais cette conception politique, donc, de la parole n'est pas partagée par tout le monde. Et c'est ça le gros problème, en réalité. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui se lancent en politique juste par désespoir, juste parce que c'est plus facile pour eux. Ils ne savent que parler. En parlant, ils vont toucher les gens, etc. Ils vont avoir des voix, ils vont avoir un poste, ils vont avoir assez de sous et tout le reste. Mais dans le fond, quand il s'agira de véritablement poser des actes, ce sera compliqué. Et c'est en ce sens que Sonko et tous les pastéfiens, tous les cadres donc, de Pastef ont marqué le coup. Parce qu'on voyait dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur sacrifice, dans leur choix, voilà, qu'ils étaient vraiment en train de vivre ce qu'ils partageaient, ce qu'ils disaient. Et voilà pourquoi beaucoup de gens leur ont fait confiance et continuent à leur faire confiance. Maintenant, attendons de voir ce que ça va donner. Alors, c'est en ces termes que nous mettons fin à notre émission. Merci beaucoup, M. Dia, d'avoir accepté notre invitation et nous donnons un rendez-vous à tous nos spectateurs. Merci.